Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue pour ce live Startup, 30 minutes consacrées à l'entrepreneuriat sur Décideur TV et Madines, 30 minutes en direct dans lesquelles vous avez la parole, vous pouvez poser vos questions à notre invité du jour avec le chat à côté de cette vidéo. Et à la fin de cette émission, nous parlons de la startup Madeleine Market dans la rubrique Money Time parrainée par Smart Angels. Mais avant cela, c'est le talk de Startup. Et aujourd'hui, on va parler d'un type d'entrepreneuriat qui est en pleine forme avec des progressions constantes à 2 chiffres. Et oui, ça existe actuellement en France. C'est la franchise. Alors pour vous résumer en quelques chiffres, on comptait en 2012 en France plus de 1600 franchiseurs pour plus de 65 000 franchisés, 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires au cumulé, ce qui fait la France un des pays leaders européens de la franchise. Alors est-ce que c'est vraiment le paradis que l'on dit, la franchise? On va voir cela avec Roger Bayle. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un franchisé devenu franchiseur à la tête aujourd'hui de Cash Express, 104 magasins en France, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et alors Cash Express, on peut résumer, c'est de l'achat-vente, c'est ça? C'est qu'on va vendre ces objets d'occasion dans vos magasins et on repart avec de l'argent liquide, c'est ça le principe? Tout à fait. Nous achetons nos produits donc, auprès des particuliers, donc effectivement ce sont des produits d'occasion que nous payons cash et nous revendons ensuite ces produits sur une surface de vente dédiée. D'accord. Donc c'est l'achat-vente de produits d'occasion auprès des particuliers. Une chaîne que vous avez montée en combien de temps? Il y a maintenant plus de 10 ans, c'est ça? En 2001 exactement. 2001. Oui. Alors, on va revenir tout d'abord sur votre histoire parce qu'elle est vraiment pas banale. Hein. Vous avez un parcours très atypique pour le coup. Alors, vous avez arrêté l'école à 14 ans. C'est ça, oui, à 14 ans. Oui. C'était possible à l'époque. C'était possible, oui. Vous êtes devenu à l'époque le plus jeune cheminot de France. Vous vivez pleinement mai 68 à Paris. C'est des belles années. Plutôt du côté d'ailleurs Arlette-Laguier. Oui, à l'époque, oui. J'étais très contestataire. J'étais positionné politiquement pratiquement à l'extrême gauche, donc lutte ouvrière, Arlette-Laguier. Ensuite, j'ai fait du syndicat. Mais ça construit. Oui. On va voir ce qui a fait votre parcours justement. Le bac à 25 ans finalement. Et vous rentrez donc dans le commerce à Métro. On parlera justement d'épicerie tout à l'heure et vous gravissez les échelons un à un pour devenir 10 ans plus tard un directeur d'un des plus grands monoprix de France. Oui, j'étais directeur. C'est l'attrait du commerce, c'est ça qui vous a fait progresser? Oui, j'ai fait du commerce, je pense, on dit par hasard, mais je ne suis pas convaincu que c'est le hasard, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Donc je m'y suis épanoui, ça m'a beaucoup plu, donc j'ai franchi toutes les étapes pour essayer un jour d'avoir moi-même ma propre entreprise. Oui. C'était un objectif que j'ai pu réaliser dans les années 90. Alors, alors c'est pas le début de Cash Express, hein. Vous commencez par racheter un supermarché que vous remontez, qui était vraiment au port du dépôt de bilan, vous le remontez, vous le revendez. Après, vous connaissez un gros échec avec un pressing que vous montez dans votre région à Perpignan, donc vous connaissez là encore le succès et l'échec. Et là, vous devenez franchisé au sein d'une enseigne concurrente. Oui, alors que je suis devenu franchisé donc en 98 d'une enseigne concurrente. J'étais franchisé à Perpignan et en 2000, cette enseigne a connu une déroute, une déconfiture et nous nous sommes retrouvés orphelins, nous n'avions plus de franchiseurs. Donc en fait, le franchiseur avait déposé le bilan et vous étiez franchisé sans aucun franchiseur. Voilà, exactement. On n'avait plus de franchiseurs, donc on n'avait plus de lien entre franchisés. Donc c'est là où j'ai réuni plusieurs franchisés. On était à l'époque une quinzaine, on avait en tout à peu près 20 magasins. Et j'ai présenté un projet, mais notre premier objectif n'était pas de créer une franchise pour accueillir des nouveaux franchisés. C'était tout simplement de nous regrouper pour être plus forts et d'être plus unis et d'assurer la pérennité de nos entreprises. Puisqu'on était quand même inquiets de par la déroute du franchiseur de l'avenir de nos sociétés. Ouais. Et donc c'est là où vous décidez finalement de recréer une franchise Cash Express, c'est ça? En 2001, nous avons créé la marque Cash Express et nous avons consolidé, nous avons professionnalisé notre concept et en 2005, nous avons décidé donc d'ouvrir
ce concept à la franchise pour accueillir de nouveaux franchisés. Alors expliquez-nous justement, on va voir comment ça fonctionne maintenant la franchise dans les détails. Est-ce que pour vous, j'imagine que oui, mais je vous pose quand même la question, le fait d'être franchisé vous a aidé après pour être franchiseur? Est-ce que c'est le même métier ou est-ce que ça aide d'avoir vécu les deux expériences? Oui, je crois que ça m'a beaucoup aidé. L'avantage d'avoir été franchisé, c'est que j'ai de suite pu mesurer les attentes du franchisé quand je suis devenu franchiseur. Ouais. J'ai pu me mettre, dès que je suis devenu franchiseur, dans la position d'un franchisé et savoir ce qu'il souhaitait, ce qu'il désirait et surtout savoir ce qu'il ne fallait pas faire et ce qu'il fallait faire. Donc ça, c'était très important. Alors qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire, par exemple, si on prend les mauvais exemples à ne pas suivre? Peut-être que vous avez fait d'ailleurs ces erreurs au début, non? Non, je ne pense pas, enfin, mais c'est sûr que quand on est dans une position de franchisé, on attend beaucoup, parfois trop, de la part du franchiseur. On ne s'investit pas toujours. Et le franchiseur apporte des services, apporte des outils qui ne sont pas toujours gratuits. On a toujours l'impression que tout est cher. Et on est parfois un peu critique vis-à-vis du franchiseur parce qu'il n'est pas toujours à notre écoute. Il peut parfois essayer de contraindre alors qu'il devrait convaincre. Et tout cet état d'esprit, toutes ces positions-là, j'ai essayé, moi, de ne pas les réitérer quand je suis devenu franchiseur. Alors, Jean nous pose une question. Est-ce que la franchise est une bonne première étape à la création d'entreprise? Oui, c'est une très très bonne étape, une excellente étape parce qu'elle permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup moins d'échecs, 3 ou 4 fois moins d'échecs en tant que créateur d'entreprise quand on est accompagné par un franchiseur, plutôt que de le faire tout seul en solo quand on ne bénéficie pas de tous les conseils, de toute l'assistance d'un franchiseur. Alors on dit souvent qu'entreprendre en franchise, c'est entreprendre sans moins de risques en tout cas, avec moins de risques. Beaucoup moins de risques. Mais c'est aussi entreprendre avec des règles. Est-ce que c'est pas on parlait de, alors Sophie nous parle de quelles sont les contraintes de la franchise. Est-ce que c'est pas ça justement qu'on est pour l'entrepreneur un peu moins libre que si on crée sa propre entreprise? Non, il faut savoir que la franchise, c'est un partenariat entre deux personnes morales. Donc, c'est deux sociétés qui signent un contrat commercial. Évidemment, il y a des règles à respecter, il y a des normes et standards qui sont obligatoires pour que le réseau, une entité, une unité, donc tout n'est pas permis. Mais il y a quand même beaucoup d'indépendance de la part du chef d'entreprise parce qu'il possède sa propre entreprise et le franchiseur ne peut pas interférer en permanence dans sa gestion. Par contre, ils veulent y amener tous les conseils et l'assistance. Donc on est indépendant tout en bénéficiant du conseil du franchiseur. Marianne nous demande comment crée-t-on sa propre franchise, par où commencer? Donc là c'est plutôt du côté du franchiseur. Donc combien de temps est-ce que ça prend entre le moment où on se dit bah, tiens je vais développer mon concept en franchise et où on le fait vraiment? Alors, si on veut être franchiseur, le premier rôle et la première responsabilité d'un franchiseur, c'est de créer un business model et de le tester pendant 2-3 ans. Et ensuite, il pourra le dupliquer. Mais c'est à lui à prendre le premier ce risque-là et de créer ce business model avec tous les paramètres en professionnalisant bien son concept. En fait, en montrant que ça marche, en fait, que ça marche une fois, 2 fois, 3 fois et que finalement. Et ensuite, il pourra le dupliquer, oui. Vous avez créé combien de. Vous avez combien de magasins en propre au tout début quand vous avez On avait 20 magasins au départ, mais on a attendu quand même 4 ans avant de devenir franchiseur. Nonobstant le fait qu'on avait 20 magasins, on a professionnalisé notre concept, on a créé de nouveaux outils, on a revu beaucoup d'éléments dans notre métier pour pouvoir un jour le proposer à de nouveaux franchisés. Nous n'avons pas, dès le départ, accueilli de nouveaux franchisés dans le réseau. Alors, pardon, excusez-moi, la question saute. Jules, pardon, qui nous parle de chiffre d'affaires de sa franchise. Il nous demande quel pourcentage est reversé au franchiseur. Et alors, la question c'est quelle différence entre sa propre entreprise et la franchise? Ce que je crois comprendre, c'est que vous, par exemple, sur votre site, vous donnez des chiffres d'affaires prévisionnels pour les magasins, c'est-à-dire que une personne qui s'engage avec vous en tant que franchisé, vous lui dites qu'à peu près il fera ça en chiffre d'affaires d'ici 2 ans. Alors on fait ce qu'on appelle un business plan évidemment. Déjà quand
quand on reçoit des candidats à la franchise, quand on va un peu plus loin ensuite, on est dans l'obligation légale, c'est la loi Doubin, de fournir aux candidats ce qu'on appelle un DIP, un document d'information précontractuelle. Et dans ce document d'information précontractuelle, il y a entre autres donc, un état de marché précis du lieu où on va implanter le magasin ou le bureau ou qu'importe le service. Et d'autre part, ensuite, nous allons bâtir ensemble un business plan qui va nous permettre de mesurer à peu près la faisabilité, la rentabilité, l'intérêt que nous avons à créer sur ce site précis ou dans cette ville ou sur ce marché-là. Et donc la deuxième question de Jules, quel pourcentage pour le franchiseur? Alors comment est-ce que ça marche au niveau des rétributions? En termes de royauté, bon, alors il faut savoir que dans toutes les enseignes, il y a au départ ce qu'on appelle un droit d'entrée. Ce droit d'entrée correspond à quoi? Il correspond à une formation, il correspond à toute l'assistance initiale qu'on peut apporter, la recherche du local. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle des royalties que nous versons tous les mois. Alors ces royalties correspondent au droit d'usage de l'enseigne, plus au service qui est apporté par le franchiseur à l'intérieur du réseau et également tous les outils qu'il met à sa disposition. Donc ça, c'est des frais fixes. Alors ça peut être soit des frais fixes en valeur absolue, ça peut être aussi des frais en valeur relative, un pourcentage lié au chiffre d'affaires. Tout dépend des enseignes, il y a des pourcentages élevés, il y en a beaucoup plus faibles, il y en a qui sont en valeur absolue, c'est le cas dans notre enseigne, nous avons un montant de royalty en valeur absolue. Tout dépend des secteurs d'activité. Alors Gabi nous demande comment se faire aider / accompagner dans la création de sa franchise. Alors j'imagine que le franchiseur, vous êtes là pour ça. Mais peut-être en amont, est-ce que, la question c'est quelle franchise est-ce qu'on choisit aussi? Peut-être des gens qui hésitent entre plusieurs franchises. Alors moi je crois au départ, ce qu'il faut connaître de la part d'un candidat à la franchise, qui se connaisse bien, savoir ce qu'il veut faire. Qui ne regarde pas uniquement au départ la rentabilité ou l'aspect financier des choses. Bon, il y a évidemment un paramètre financier qu'on peut évoquer tout à l'heure et qui est incontournable, mais ce qui est essentiel, c'est d'avoir envie de faire quelque chose, d'avoir le goût à faire ce métier-là. Oui, d'entreprendre et d'avoir un intérêt quand même, je ne dis pas une passion, n'exagérons pas, mais un intérêt pour le métier qu'on veut faire. Pourquoi? Parce que si on apporte cet intérêt, un petit peu cette passion, on va avoir des résultats. Et si on n'a pas autant cette envie, cette volonté, peut-être que les résultats seront plus passables. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est de bien choisir quel créneau, quel secteur le candidat veut exploiter, et ensuite de bien choisir son franchiseur, qu'il n'hésite surtout pas dans le secteur qu'il a choisi à contacter l'ensemble des franchiseurs. Gabi toujours nous demande, alors combien de magasins en propre conseillez-vous avant de créer sa franchise? Autre question, est-ce qu'un seul suffit? Alors un seul, j'ai l'impression que ça fait un petit peu… Alors il y a des franchiseurs évidemment qui démarrent avec un seul magasin, mais la fiabilité n'est pas très très importante. Pour arriver à faire une moyenne, il faut à peu près 3-4 magasins pour que ce soit assez fiable. Alors, on va passer maintenant à la question de la sélection des franchisés avec Marie-Ange qui nous demande comment est-ce que vous les sélectionnez? Ça, c'est une question que vous devez souvent entendre. Sur quels critères? Alors moi, je m'attache personnellement à sélectionner tous les franchisés, à passer une journée avec eux. C'est vous qui les sélectionnez? C'est moi, oui. Ça me prend beaucoup de temps, mais j'aime beaucoup. J'aime ça. C'est très intéressant. Une journée donc? Une journée, je passe une journée entière avec eux, je les reçois dans mon bureau. Avec les candidats, hein, pas avec les futurs franchisés, si? Avec un candidat à la franchise, c'est-à-dire qu'il y a une sélection, une présélection qui est réalisée au téléphone, et ensuite je le reçois et je passe une journée avec lui. D'accord. Et qu'est-ce que je recherche? Ce que je recherche, c'est que cette personne-là, ce que je disais tout à l'heure, ait le goût, l'envie d'entreprendre. Ensuite, dans notre métier, il est indispensable quel est le sens du commerce. Et pour moi, un bon commerçant, c'est aimer les autres. C'est être sociable, empathique, et c'est ça un bon commerçant, quel que soit le secteur d'activité. Et ensuite, ce qui est très important aussi quand on crée une franchise, enfin une entreprise, pardon, c'est qu'on ait confiance en soi, puisqu'on va rencontrer les obstacles. Même si le franchiseur est à côté de nous, des obstacles vont se présenter indéniablement. Donc il faut avoir cette volonté, cette envie d'entreprendre qui va nous permettre de franchir tout ça.
Et il faut croire en son projet, il faut avoir cette volonté-là. C'est pour moi la qualité première. Et qu'est-ce que vous faites pendant une journée? Enfin, il y a des mises en situation, il y a des... Pas du tout. Comment, c'est au restaurant, comment ça se passe Oui, au concrètement? restaurant, il faut bien déjeuner. Non, c'est des discussions à bâton rompu qui peuvent être dans beaucoup de domaines, on peut évoquer beaucoup de sujets, on va parler évidemment énormément du concept, mais on peut être amené à parler de beaucoup de choses, ça va me permettre un peu de mesurer le profil un petit peu du candidat. Encore une fois, ce que je recherche moi avant tout, c'est, en dehors de cette volonté d'entreprendre, c'est qu'il ait le goût du commerce. Parce que dans notre métier, c'est indispensable, on fait du commerce. Ouais. Donc j'essaye d'éviter par exemple les investisseurs purs, des personnes qui voudront investir mais ne pas s'occuper de l'activité. Ça, c'est à éviter chez nous, parce qu'il est indispensable que le franchisé connaisse bien son métier. Donc c'est pour ça que nous dispensons une formation initiale de 350 heures et c'est vraiment le patron, le franchisé qui va participer à cette formation. Ouais. Alain nous demande, est-ce que vous sélectionnez à l'intuition? J'ai l'impression un petit peu quand même. C'est au... Non, l'intuition, c'est pas forcément au feeling, peut-être un petit peu, mais vous savez, c'est pas facile. Après, il faut être assez relativement honnête. Sélectionner lors d'une journée ou lors de plusieurs entretiens, c'est pas quelque chose de forcément évident. Et on peut évidemment se tromper, c'est pas très. On évite de se tromper évidemment. Ouais. Mais on essaye lors d'une journée de ressentir un petit peu ce que veut la personne, et si vraiment elle correspond à ce qu'on souhaite nous, et si ensuite, parce qu'il y a un élément important aussi, il y a une notion de confiance entre franchiseur et franchisé, puisqu'on va travailler ensemble. Dans la franchise, il n'y a pas forcément de hiérarchie, de relation hiérarchique. Le franchiseur est le partenaire du franchisé. C'est un intérêt commun de travailler ensemble. Donc, cette relation franchiseur-franchisé est importante. La confiance qui peut s'établir entre le franchiseur et le franchisé. Anna, toujours, nous demande, est-ce que vous favorisez les candidats qui ont déjà managé, voire créé leur propre entreprise? Est-ce que ça, c'est un plus pour vous? Oui, c'est un plus, parce que ce qu'on rencontre malheureusement aujourd'hui, il y a une population aujourd'hui assez importante de candidats qui ont 45, 50 ans, qui subissent ou bénéficient, ça dépend comment on se place, ces fameux plans sociaux, et qui ont ce petit fantasme de créer leur propre entreprise. Ce sont des gens de qualité, ce sont des gens qui savent gérer, qui ont managé des fois 200, 300, 400 personnes. Donc, ils n'ont évidemment a priori aucun handicap majeur pour créer une entreprise et pour la gérer. Mais où je suis très attentif à ce niveau-là, c'est qu'ils n'ont jamais été patrons. Ouais. Et quand on est patron, eh bien, on doit décider, quand on vous passe une patate chaude, hein, comme on dit, il faut la mettre dans la poche. Prendre des responsabilités. Il n'y a pas d'étage au-dessus, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de parapluie, il faut décider. Et décider, on peut parfois se tromper, c'est pas grave. Donc c'est un petit peu l'attention que je porte sur ces candidats-là qui veulent créer mais qui n'ont jamais été patrons. Donc il faut être attentif. Par contre, celui qui a été patron déjà, bon, il sait ce que ça représente. On dit souvent d'ailleurs que les franchisés, alors il y a la plupart des profils, enfin la majorité, sont des reconversions professionnelles. Ça, c'est des personnes qui ont un peu plus d'argent, qui sont un peu plus âgées, entre guillemets, on va dire, plus d'expérience, on va dire. Il y a un paramètre quand même qui est incontournable, mais c'est l'aspect financier, parce que c'est pas nous qui décidons, c'est pas moi qui décide. C'est combien là très concrètement pour si on veut créer sa franchise Cash Express, il faut compter un ticket de combien environ? Alors, on a deux formats. On a un format classique qui fait à peu près 300 mètres carrés, donc là il faut un apport personnel à peu près de 100 000 euros. 100 000 euros. Et un format compact, beaucoup plus petit. Là, pour les centres-villes, c'est ça? Oui, pour les centres-villes. Donc, il faut à peu près 50 000 euros. D'accord. Parce que dans le format classique, l'investissement sera de l'ordre de 300 320 000 euros. Les banquiers vont demander un apport entre 20 et 30 %. Tout dépend du profil du candidat. Ouais. Fiona nous demande, peut-on créer sa franchise dans n'importe quel secteur? Oui, n'importe quel secteur, du service, du commerce. C'est très varié. Il y a 1600 franchiseurs, je crois, en France. Et c'est très vaste, hein, c'est très large comme métier. Est-ce que, alors vous lancez à l'international aussi, est-ce que, alors comment ça se passe pour la fois? Est-ce que c'est aussi en franchise ou est-ce que c'est en propre cette fois-ci?
Alors, ce sont des contrats spécifiques à l'international, on appelle ça la master franchise. C'est-à-dire que notre partenaire à l'étranger va bénéficier au départ du savoir-faire, il va bénéficier de la marque, de la licence, et ensuite c'est lui qui va avoir la responsabilité de développer le réseau sur son territoire, parce que c'est beaucoup plus facile pour lui. C'est un mini-franchiseur, entre guillemets, dans à peu près, un mini-franchiseur. Il reverse après une partie, évidemment, de ce qu'il récolte auprès des franchisés, il le reverse aux franchiseurs internationaux. Mais ce sont des contrats un peu spécifiques, qui ne sont pas du tout les mêmes que les contrats de franchisés classiques sur le territoire national. Paul nous demande jusqu'à combien de franchises peut délivrer un franchiseur? Est-ce qu'il y a un nombre limite? Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de dispersion et de plus contrôler son nombre de franchisés? Non, il faut se structurer, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le réseau grandit, il faut se structurer à l'intérieur du réseau avec une équipe, des animateurs de réseau, des responsables d'animation, des directions. Mais après, tout va dépendre du potentiel du marché. C'est sûr que notre marché à nous, encore, nous avons un fort développement possible. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. D'ailleurs, vous parliez des personnes qui géraient le réseau. En tant que franchisé, quelle est la fréquence de visite d'une personne de la franchise, du franchiseur? Il y a un principe très simple déjà. Il faut aider les gens, surtout quand ils en ont besoin. Donc on peut être amené à visiter un franchisé très fréquemment. Sinon... Si vous voyez que les chiffres ne sont pas à la hauteur ou qu'il en fait la demande, c'est ça? Vous savez, dans un réseau, il y a une règle des 3 tiers. Vous avez un tiers des magasins qui sont en haut du tableau, un tiers qui est au milieu et un tiers qui est en bas. Donc, eh bien, c'est vrai qu'on attache plus d'importance à aider ceux qui sont en bas plutôt que ceux qui sont en haut. Mais c'est là, bien évidemment, même ceux qui sont en haut du tableau sont visités, sont assistés. Mais la fréquence de passage va être plus importante pour ceux qui sont en bas du tableau. Après, ceux qui sont en haut du tableau le comprennent parfaitement. Ça s'appelle de la solidarité aussi. Alors, Jérôme nous demande légalement qui contrôle les franchiseurs? C'est vous, en fait. Vous êtes propre patron pour le coup, là. Oui, on est propre patron. Maintenant, on a des contrôles. Pour être amené à avoir des législations, des autorités. Et ensuite, on a quand même beaucoup de franchiseurs, ce qui est notre cas à nous. On est membre de la Fédération française de la franchise, c'est-à-dire que déontologiquement, on est dans l'obligation de respecter certaines normes, certaines règles, puisque tous les ans, nous sommes obligés de transmettre à la Fédération française de la franchise notre contrat qui doit être revalidé tous les ans. Et on a des engagements précis auprès de la Fédération française de la franchise, c'est qui est un label de garantie et de sérieux. Alors, concrètement, la question aussi qui se pose, c'est forcément l'emplacement, le local. Si moi, par exemple, je veux être franchisé Cash Express, je ne sais pas moi, à Niort, par exemple, je ne sais rien. Est-ce que j'ai le droit de dire, voilà, j'ai un projet à Niort, ou c'est vous qui choisissez l'emplacement? Comment est-ce que ça se passe, en fait Alors, il faut savoir que quand vous avez un magasin Cash Express ou dans une autre activité, vous êtes dans l'obligation d'avoir contractuellement une zone d'exclusivité. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette zone qui est définie entre le franchiseur et le franchiseur n'a pas le droit d'implanter un magasin dans votre zone d'exclusivité. D'accord. Donc, en fonction des implantations déjà en cours géographiquement, il y a des zones disponibles. Et vous avez le droit, évidemment, d'ouvrir plusieurs magasins. Tout dépend après de votre structure, de votre façon de travailler, de votre management. Mais il faut éviter aussi d'avoir une quantité importante dans notre métier. Et il est conseillé d'avoir 3-4 magasins maximum dans certains secteurs d'activité. Je sais que... Mais qui contrôle ça? C'est le franchiseur? C'est le franchiseur qui contrôle ça, puisque c'est le franchiseur qui autorise le franchisé à ouvrir un magasin. D'accord. Une dernière question de Laurent. Quelles contraintes financières pour un franchisé? Et il revient, alors quel pourcentage, il a dû rater le début de l'émission pour le franchiseur? On va revenir, faire une petite piqûre de rappel. Alors au niveau financier, donc quelles sont les contraintes financières pour, en gros, que doit un franchisé à son franchiseur? Si on refait un petit le droit d'entrée, donc le droit d'entrée comprend une formation, comprend un accompagnement, la recherche du local, la transmission de tout ce savoir-faire.
Et ensuite, il va payer, alors le droit d'entrée peut varier énormément d'un secteur à un autre, d'une enseigne à une autre. Tout dépend, l'assistance, ça dépend de la notoriété de la marque aussi. Et McDonald's, je crois que c'est vraiment très très élevé, hein. C'est de l'ordre du million d'euros, c'est ce qu'on dit, non? Pardon? Non, c'est pas le million d'euros, non? L'investissement total, je ne connais pas l'investissement de McDonald's. Le droit d'entrée de McDonald's, je crois qu'il est à peu près un peu plus au-dessus de la moyenne, je crois, mais ça s'explique qu'il y a une notoriété très importante aussi, McDonald's. Donc, on va bénéficier de cette notoriété au départ quand on crée un magasin. Donc, le droit d'entrée s'explique pour ces raisons-là. Et ensuite, ce que je disais tout à l'heure, il y a des royalties qui sont versées tous les mois aux franchiseurs qui correspondent aux droits d'usage de l'enseigne ainsi qu'aux services et à l'assistance qui sont apportés aux franchisés. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes les questions de nos internautes concernant la franchise. On va passer maintenant à la rubrique Money Time parrainée par Smart Angels. Le principe, un jeune entrepreneur va venir nous présenter sa start-up. Et aujourd'hui, c'est Madeleine Market. Et aujourd'hui, c'est Jules Tréco qui vient nous présenter Madeleine Market. Alors Jules, je vous laisse vous présenter et présenter Madeleine Market. Donc qu'est-ce que c'est? Donc Madeleine Market, qu'est-ce que c'est? C'est l'unique épicerie fine en ligne recommandée par le Goemio et par plus de 10 chefs étoilés, dont Anne-Sophie Pic, Gilles Goujon, Benalla Kram Galorieux, qui en fait mappent toute la France et nous permettent d'avoir un réseau d'ambassadeurs qui, on va dire, sont les pourfendeurs de nos produits et on va dire de la qualité de l'alimentation au niveau français. Donc Madeleine Market, c'est plus de 250 marques, 5000 produits, avec des marques en exclusivité comme Maison de la Truffe, Caviari, Kousmiti, Love Organic, ou des produits originaux comme la Marlette, des préparations culinaires. Ça va intéresser, je pense, nos internautes à l'approche de Noël, à l'approche des fêtes, ça fait saliver. Alors j'ai vu qu'il y a, est-ce que c'est une marketplace, est-ce qu'on peut une place de marché en ligne, ou est-ce que c'est par abonnement? J'ai vu qu'il y avait des paniers à 39,90 € Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, on a différents business models selon qui on approche. Aujourd'hui, en fait, lorsque vous êtes une marque d'épicerie fine, que vous souhaitez distribuer sur Internet, vous avez ou le choix de l'e-commerce, donc nous, on est en fait un magasin en ligne qui achète et qui revend de la marchandise, ou sinon, vous avez le choix d'avoir davantage de données et de déposer en fait vos produits en stock débordé dans nos entrepôts afin qu'on les vende et qu'on vous communique en fait qui sont vos prospects. Et après, d'un autre côté, vous avez des produits exclusifs que l'on crée justement pour nos internautes et qui sont, on va dire, dans la vague des tendances avec justement l'aspect des foodbox. Et donc, on a lancé la cagette des chefs. Donc, chaque mois, un chef se prête au jeu et choisit des produits qu'il utilise, voire des produits qu'il brande lui-même, à mettre en fait dans une cagette au prix de 39,90 € par mois, et frais de port inclus bien entendu. Alors c'était lancé en novembre 2012, donc tout à fait. Vous fêtez votre première année. Quel est le bilan de cette première année justement, autant entrepreneurial que d'un point de vue business? Qu'est-ce que vous avez appris sur cette première année? La première année d'entrepreneur, et comme après je pense les 10 prochaines, c'est une vie en grand 8. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des échecs, il y a des réussites. C'est un peu des banalités, mais il faut le dire, c'est important. C'est-à-dire qu'on peut être au fond du trou et trouver une solution de dernier secours. Et après, justement, il y a cet aspect de la réussite que justement il faut aujourd'hui pousser en France. Donc vraiment, s'il y a quelque chose à dire sur la première année, c'est de jamais perdre espoir, de garder courage et de surtout aller de l'avant. Jamais se dire c'est fini, trouver des solutions. Et surtout toujours continuer à croire en son business model dès lors qu'il marche, même s'il ne montre pas encore ses preuves. Il faut être patient. Et malheureusement aujourd'hui, la patience n'étant pas le fort des entrepreneurs, il faut l'apprendre au fur et à mesure. Roger, un petit mot sur Madeleine Market, vous qui avez travaillé dans l'épicerie fine, je le disais au début de cette émission. Oui, je suis séduit par ce concept. Effectivement, l'alimentaire est un produit, enfin un marché très difficile sur Internet. Je crois que beaucoup de grandes enseignes se sont lancées sur le e-commerce alimentaire avec un succès mitigé, voire certains échecs. Tout à fait. Donc le créneau d'avoir pris l'épicerie fine, je trouve très judicieux.
la demande doit être importante, le marché aussi doit se développer avec l'arrivée peut-être d'émissions sur la télé. Tout à fait, en fait l'alimentaire sur Internet ça existe depuis 10 ans maintenant, mais malheureusement ça fait 10 ans que ça ne fonctionne pas bien. Alors attention, ça ne fonctionne pas bien, ça veut dire que ce n'est pas rentable et que les acteurs aujourd'hui sont appelés à mourir. On a vu Quel Délice et Régionéo qui avaient levé des millions d'euros, qui faisaient les produits du terroir qui se sont arrêtés, ou sinon après des enseignes comme Télémarket qui ont déposé le bilan en mars. Tout ça pour signifier qu'il y a un moment ou un autre, il y a un time to market. C'est-à-dire que ces acteurs-là sont arrivés trop tôt sur le marché. Les personnes étaient prêtes à aller sur Internet pour prendre des encombrants. Donc tout ce qui est les packs d'eau, les packs de coca, ou tout ce qui coûte cher au final aux entreprises à expédier. Alors que nous, on est sur du petit produit, du produit plaisir. Donc on a maximum 5-7 produits dans nos commandes et ça ne pèse pas plus de 3 kilos. Donc le business model… Au niveau de la logistique, c'est plus facile. Tout à fait. C'est à la fois plus facile et plus compliqué car on traite de l'alimentaire et à la fois du frais. Donc il y a des contraintes vétérinaires, des agréments à avoir et donc justement une stratégie de mise en place des best practices vraiment pour garantir aux clients une qualité égale au magasin. Alors la question qui se pose c'est de la concurrence, c'est-à-dire qu'il y a Ediart, un grand magasin parisien, national d'ailleurs, sur l'épicerie fine qui a déposé le bilan il n'y a pas longtemps. Il y a Vente Privée aussi qui a lancé son propre concept avec Miam Miam. Quel est votre sentiment par rapport à l'arrivée d'un mastodonte sur ce marché-là et l'effondrement, on va dire, d'un acteur traditionnel? Je pense que ces deux informations, justement, synthétisent le marché aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un véritable time to market. Je ne pense pas que Vente Privée s'amuserait à lancer un nouveau vertical dans un domaine qu'il ne considère pas comme… en tout cas un futur relais de croissance. Et autant au niveau d'Ediart, c'est on va dire un signal d'alerte pour dire qu'il faut toujours se réinventer. Et c'est ce dont on parlait en étant entrepreneur. C'est-à-dire on peut croire dans un business model, cependant dès lors qu'il ne fait pas ses preuves depuis plusieurs années. Et en l'occurrence, Ediart avait fait ce pari-là à un moment ou à un autre de la franchise, qui n'a justement pas bien fonctionné parce que justement il n'y avait pas cette maîtrise du franchisé, cet accompagnement justement qu'on a pu entendre avec Cash Express. Et je pense que c'est cet accompagnement-là aussi qui fait qu'aujourd'hui des mastodontes comme Ediart sont en grande difficulté et ont du mal à trouver des repreneurs. Une dernière petite question, après je laisserai peut-être Roger dire un petit mot de conclusion. Est-ce que la rentabilité est encore au rendez-vous? Est-ce que vous la prévoyez d'ici quelques mois ou quelques années? Comment est-ce que ça se passe au niveau des chiffres? On prévoit la rentabilité d'ici la fin de l'année prochaine. Pourquoi? Je pense qu'aujourd'hui, étant ancien de fonds d'investissement, on a beaucoup trop privilégié sur le modèle du e-commerce, le volume à tout prix, et au moment de la revente, on laissera à l'industriel justement créer la rentabilité. Il faut arrêter ce modèle-là. Aujourd'hui, pourquoi des super entreprises qui ont levé plusieurs millions comme Usine à Design ou comme Télémarket s'arrêtent et déposent de bilan? Parce qu'il y a ce souci-là de la rentabilité. Donc aujourd'hui, il faut revenir à des choses plus concrètes et plus financières malheureusement, et trouver très rapidement de la rentabilité sur un modèle pour assurer de la pérennité, tout d'abord, et puis après pour continuer à croître. Un dernier petit mot, Roger, peut-être sur oui, pour les fêtes, est-ce que c'est quelque chose que vous allez, vous allez acheter les paniers? Des échantillons, mais on va goûter non, mais j'ai noté, c'est tout à fait juste ce qu'il vient de dire monsieur, c'est que la première année a été très difficile, vous avez appelé ça le grand mythe, des hauts, des bas. Eh bien, c'est toujours difficile, surtout au début, mais je vous dirais, tant qu'il y a des problèmes, c'est que tout va bien, c'est que l'entreprise vit une entreprise qui n'a pas de problème, c'est qu'elle n'existe plus. Donc, bravo, félicitations, et c'est bien justement de créer comme ça des nouveaux concepts sur des marchés alimentaires qui paraissaient difficiles au départ, et vous y arrivez avec beaucoup de difficultés au début, mais je pense que maintenant, vous allez avoir beaucoup de réussite. Alors justement, là, on finit sur cette, comme c'est la rubrique Money Time, forcément, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Est-ce que vous cherchez à lever des fonds? Est-ce que vous cherchez des relais de croissance, des partenaires? Je ne sais pas, quel est votre besoin? Aujourd'hui, on a déjà réalisé une levée de fonds donc en 2012 au lancement d'amorçage. Là, on est dans un processus de seconde levée de fonds où on recherche autour d'1 million d'euros à vocation justement de davantage pénétrer le marché et surtout de créer une nouvelle plateforme technologique qui permettra justement à des marques beaucoup moins connues et qui sont niches aujourd'hui et qu'on ne peut pas se permettre de vendre parce qu'on ne peut pas se permettre de faire du marketing et du commercial sur des milliers de marques qu'on pourra beaucoup plus facilement distribuer aujourd'hui au niveau national et au niveau européen.
Très bien, merci beaucoup Jules, Jules Trécot de Madeleine Market, donc pour les fêtes, une bonne idée cadeau, notamment, allez on fait un peu de pub. Merci Roger encore, Roger Bail de Cash Express d'être venu sur ce plateau. Cette émission sera rediffusée cet après-midi sur Décideur TV, sur Madines, sur le site de la PCE et sur latribune.fr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, 12h30 pour un nouveau rendez-vous de Startup. Bonne journée.